Chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus dans Culture à la maison, votre émission qui vous fait découvrir les richesses du Tchad. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir le Tchad comme un foyer de dispersion des peuples d'Afrique noire, mais aussi comme le carrefour des civilisations. Je ne vous en dis pas plus, nous allons à l'intérieur rencontrer un historien qui va nous faire découvrir ces différents éléments qui constituent la richesse de la culture tchadienne. Depuis le soleil des indépendances, on a chanté qu'au rythme de nos danses. Parlez beaucoup, travaillez peu, s'arrêter en route, avancez pas. Merci une fois de plus de nous recevoir dans la Bibliothèque nationale, qui est l'un de nos patrimoines culturels. Donc, et on dit que le Tchad est un foyer de dispersion des peuples d'Afrique noire. Qu'est-ce que cela signifie? Aujourd'hui, si nous parlons du Tchad comme un foyer de dispersion des peuples, c'est parce que l'humanité a commencé au Tchad. L'humanité est née au Tchad. Et elle s'est développée sur la terre tchadienne. Elle s'est multipliée, si je peux dire, sur la terre tchadienne. Et c'est à partir du Tchad que l'homme a colonisé le reste du monde et plus particulièrement le reste de l'Afrique noire. Peut-être que ce que nous disons va aux antipodes des vieilles théories sur les migrations en Afrique, parce qu'auparavant on pensait que, et même jusqu'à une période récente, on continue de penser que la plupart des populations d'Afrique noire sont originaires de la vallée du Nil ou bien de l'Afrique orientale. Cela était dû au fait que par le passé, on considérait que le berceau de l'humanité se situe en Afrique orientale, notamment dans la vallée du Rift, notamment en Éthiopie. Donc on a pensé que l'humanité qui était née en Afrique orientale a suivi le cours du Nil du sud vers le nord, c'est-à-dire vers la Nubie, actuel Soudan, et vers l'Égypte antique, et c'est à partir de là que les populations africaines ont essaimé vers le reste de l'Afrique. Mais avec la découverte de Toumaï, cette ancienne théorie des migrations des peuples est en train de s'écrouler d'elle-même. C'est-à-dire que maintenant, nous devons considérer le Tchad comme un foyer de dispersion des peuples d'Afrique noire, parce que après l'apparition du premier homme qui est Toumaï, l'humanité donc s'est multipliée ici en terre tchadienne, et les migrations ont commencé à partir des changements climatiques, c'est-à-dire quand le désert a commencé par s'installer, parce qu'auparavant le nord du Tchad était un paradis terrestre, c'est-à-dire qu'il y avait la mer paléo-tchadienne, et sur les bords de la mer paléo-tchadienne il y avait une végétation luxuriante, il y avait des animaux, il y avait l'espèce humaine, d'où les traces qui nous sont restées jusqu'à présent. C'est-à-dire que les populations qui vivaient en essaim ou en grappe dans cette région-là ont laissé des témoignages historiques de très grande importance. Ce sont les peintures et gravures rupestres que nous voyons sur les parois des montagnes, notamment dans l'Enedi et dans le Tibesti. Il y a aussi des témoignages lithiques, c'est-à-dire les objets lithiques, les objets en pierre taillée du paléolithique et les objets en pierre polie du néolithique qui parsèment tout le désert du Tchad. Donc ce sont là les témoignages de la présence humaine massive à cette période de la préhistoire. Mais quand le désert a commencé par s'installer, quand le changement climatique a commencé par se manifester, la mer paléo-tchadienne a commencé par se rétrécir et l'aridité s'installe, les gens sont obligés de suivre le cours de l'eau. Donc, de plus en plus, le climat devenant difficile, certains ont préféré aller plus loin. D'autres sont restés dans le cadre de la cuvette tchadienne, ce sont les populations actuelles, mais d'autres ont continué leur migration beaucoup plus loin, au-delà de ce que nous appelons aujourd'hui les frontières tchadiennes là. D'autres sont allés en Afrique de l'Ouest, d'autres sont allés carrément vers l'Atlantique, d'autres sont descendus vers le golfe de Guinée, d'autres sont descendus en profondeur vers l'Afrique centrale, l'Afrique australe, d'autres en Afrique de l'Est. Et nous en trouvons les marques
ou les indices un peu partout. C'est pourquoi, après avoir parlé de Tchad, berceau de l'humanité, nous parlons aujourd'hui de Tchad, foyer de dispersion des peuples d'Afrique noire. Quels sont les exemples des peuples africains qui tirent leur origine du Tchad? Est-ce que vous avez quelques exemples à nous citer? Nous allons commencer peut-être par palier ou par zone. Commençons par les pays d'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est constituée de plusieurs pays et à l'intérieur de chaque pays, il y a des peuples. Il y a d'abord les pays limitrophes du Tchad, c'est le Niger, c'est le Nigeria, c'est le Cameroun, où il y a des peuples de part et d'autre de la frontière. Ça, on les appelle les peuples à cheval, c'est-à-dire un pied au Cameroun, un pied au Tchad, un pied au Nigeria, un pied au Tchad, un pied au Niger, un pied au Tchad. Ça, ce sont des migrations de courte durée. Mais quand on va un peu plus loin, on trouve des exemples les plus parlants au Burkina Faso. Le cas le plus emblématique en Afrique de l'Ouest, c'est le Burkina Faso. On en trouve des cas aussi au Togo et surtout au Sénégal. Donc peut-être que nous allons nous attarder un peu sur ces trois derniers cas, Burkina Faso, Togo et Sénégal. Au Burkina Faso, lorsqu'on voyage là-bas, et plusieurs Tchadiens qui sont allés là-bas sont revenus avec des témoignages très poignants, que ce soit les Burkinabés qui viennent ici ou les Tchadiens qui vont là-bas, ils sont tous unanimes pour dire qu'il y a une parenté étonnante entre les peuples du Burkina Faso et ceux du Tchad. Et cela est sous-tendu par des mythes, des légendes et aussi par des preuves ethnologiques, linguistiques et autres. Par exemple, les Mossi du Burkina Faso se disent originaires du Tchad, les Mossi. Et je me souviens qu'il y a de cela 2 ans, il y a une équipe de la communauté Moussé du Tchad qui était partie rendre visite au Moro Naba. Le Moro Naba, c'est l'empereur des Mossi qui a son palais à Ouagadougou. Ils sont allés inviter les Mossi à assister au festival des Moussé ici, au festival Kodoma. Voilà, ils sont invités à venir ici, mais apparemment ils n'ont pas fait le déplacement, mais la conscience de cette parenté tchado-burkinabé est très forte chez les Mossi. Docteur, est-ce qu'il y a des noms ou autres éléments culturels ou linguistiques qui attestent que ces peuples-là sont sortis du Tchad, ces éléments-là sont considérés comme des preuves? Il y a d'autres peuples aussi au Burkina Faso, par exemple les Gourmandchés, qui pensent qu'ils sont originaires du Tchad et ils pensent que leur langue est plus proche de la langue Daï. Les Daï qui vivent dans la vallée du Mandoul, en fait dans l'ancien Grand Mohenchari. Les Daï sont une population bien connue. Ils ont une parenté linguistique surprenante. Ouais. Peut-être qu'on pourrait donner quelques exemples. Chez les Mossi, comme les Gourmandchés, ils appellent boisson, par exemple, la bière, par exemple, ils appellent ram chez eux, alors que les Daï appellent dam au Tchad ici. Les Daï, par exemple, ils comptent ngong, di, ta, c'est-à-dire 1, 2, 3. Eux, ils comptent 1, 2, 3. 3, c'est temps chez eux, temps, par exemple. Et il y a bien d'autres mots comme ça qui se ressemblent. Voilà. Ah, c'est chez les Gourmandchés et chez les Mossi. Il y a aussi d'autres populations qu'on trouve au Niger et également au Burkina, notamment les Dagara, qui ont également une parenté linguistique assez forte avec beaucoup de populations du Tchad et plus particulièrement les Sahara. On peut citer encore au Burkina Faso les Gourmandchés. Ils ont leur ville qui s'appelle Fadagourma. Fadagourma, c'est la capitale des Gourmandchés. Alors, ils disent que Fada de là-bas, c'est la réplique de Fada du Tchad. Quand vous allez sur Internet, vous tapez les Gourmandchés, vous allez voir qu'ils parlent de leur origine comme étant une origine tchadienne. C'est-à-dire que leurs ancêtres seraient partis de Fada du Tchad pour aller s'installer là-bas et fonder Fadagourma, par exemple. Tout comme les bois. Nous avons les bois au Tchad et il y a également des bois au Burkina Faso. Là également, on peut s'en rendre compte en allant sur Internet. Il suffit de taper bois.
Burkina Faso, bois du Mali, parce qu'ils sont une partie au Mali, une partie au Burkina Faso, les bois. Nous avons les bois dans le Moyen Chari ici également, par exemple. Et on peut citer les exemples à guise. Ça, c'est du point de vue des peuples qui se ressemblent en termes de parenté linguistique et autres, mais du point de vue des coutumes et traditions, lorsqu'on va au Burkina, on se rend compte que le physique des populations, c'est pratiquement le même physique que les Tchadiens. Leur architecture, par exemple, comment ils construisent leurs maisons, leurs cases typiques, c'est pratiquement la même chose comme chez nous. En conclusion, pour le Burkina Faso, beaucoup de Tchadiens qui vont au Burkina Faso sont convaincus qu'il y a un lien de parenté entre les Tchadiens et les Burkinabés. Les Burkinabés, ceux qui ne sont même pas venus ici, quand vous allez là-bas, ils disent mais non, vous êtes nos frères. Quand ils savent que vous êtes Tchadiens là, ils disent que vous êtes chez vous ici parce que vous êtes notre frère. Voilà, vous êtes Tchadien, vous êtes notre frère. Ça, c'est une conscience générale au Burkina Faso. Bien, maintenant, si on va du côté de l'Est, est-ce que nous pouvons aussi retrouver des éléments culturels, linguistiques de ce qui est sorti du Tchad? Quand on va au Togo, vous savez, l'ancien président du Togo, Eyadema, s'intéressait beaucoup au Tchad. En 1980, Eyadema était venu au Tchad. Et comme il y avait la guerre ici, il était descendu au Cameroun, à Kousseri, et il a traversé le fleuve en pirogue pour arriver au Tchad. C'est-à-dire qu'un chef d'État qui a mis sa vie en danger pour faire amener la paix au Tchad. D'après les anciens, c'est parce que l'ethnie de Eyadema aurait une origine tchadienne. C'est-à-dire les Kabyais aurait une origine tchadienne. Je dis aurait parce que jusqu'à présent, aucune étude scientifique approfondie n'a été faite, mais nous parlons sur la base des indices. Le village de Eyadema s'appelle Kara. Il est devenu une ville maintenant. Nous avons Kara au Tchad aussi. Kara, en pays Goulay ici, Kara. Ça se prononce de la même manière également. Bon, il faut faire des études approfondies pour savoir est-ce que les Kabyais correspondent à quel peuple au Tchad. Est-ce que Kara du Togo, est-ce que ça a le même sens que Kara d'ici ou c'est autre chose? Ça, voilà. Au nord du Togo, vous allez trouver des populations qu'on appelle Kotokoli, Kotokoli, qui sont des populations islamisées, mais qui font penser à nos Kotoko du Tchad, en fait du pourtour du lac Tchad, donc du Tchad, du Cameroun et du Nigeria, parce que nous avons des Kotoko ici, voilà, et des Kotoko au nord du Togo. Peut-être que si on approfondit les recherches, on en trouverait encore d'autres au Togo. Mais c'est au Sénégal qu'on trouve les cas les plus parlants. D'après les travaux du professeur Cheikh Anta Diop, les populations sénégalaises en général, mais surtout les Sarakolé, les Sérères et les Wolofs sont originaires du Tchad. Il a établi une carte où il apparaît clairement que voilà, l'origine de ces populations sont dans la cuvette tchadienne pour les raisons suivantes. D'abord, le physique des Sénégalais. Vous voyez, les Sénégalais, ils sont géants comme les Tchadiens, ce ne sont pas des gens de courte taille. Ils sont là, un teint bien noir comme le nôtre. Et puis, vous voyez dans les noms des Sénégalais, ces noms-là ont leur répondant ici dans la cuvette tchadienne. Vous avez les... Bon, peut-être les Silla, c'est peut-être en Guinée, mais les Silla, nous avons Darsila ici. Darsila, ça veut dire le pays des Silla. Ça peut être une communauté ethnique ici, mais là-bas chez eux, ça devient un nom clanique, c'est-à-dire un nom totémique ancien. Voilà. Ici, ça désigne un peuple, là-bas, ça devient un nom des individus, mais c'est des noms claniques ou des noms totémiques. Nous avons les Kaba ici. Là-bas, Kaba, c'est le nom des gens. Nous avons les Mbaye, le groupe ethnique Mbaye ici. Là-bas, Mbaye, c'est désigne une personne, par exemple. Ça, c'est en Wolof. Et puis, il a établi un tableau comparatif des langues. Alors, par exemple, il y a beaucoup de mots, mais quelques-uns me restent à la tête. Par exemple, au Tchad, nous disons, pour les populations Sahara, par exemple, on désigne la boule par le terme mour, par exemple, ou mbour. Voilà. En Wolof, c'est la même chose. Ils appellent le pain mbourou. Le pain qu'on mange là. Mbourou, par exemple. Et il y a bien d'autres mots qui établissent donc la parenté entre le Wolof et le Sara, le Serer et le Sara, le Sarakolé. Le mot Sarakolé même, c'est qu'on appelle aussi tout couleur. On dit que les Sarakolés sont un dérivé de Sara. Voilà. Donc,
vous voyez, depuis le Tchad jusqu'au Burkina Faso, au Togo, au Sénégal, on voit les traces qui sont là. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de mener des études approfondies. Et comme l'Union africaine promeut l'unité des peuples d'Afrique, je pense que l'Union africaine doit financer des recherches de ce genre-là pour montrer que non seulement dans le cadre tchadien, toutes nos populations ont une origine commune, mais même l'ensemble des peuples d'Afrique noire ont une origine commune. Et cette origine commune, c'est le Tchad. Les Bantous, dans leur ensemble, situent leur origine dans la région du lac Tchad. Tous les Bantous. Quand vous lisez l'histoire des Bantous, les légendes et autres, ils situent leur origine aux alentours du lac Tchad. C'est-à-dire qu'ils disaient qu'auparavant, ils cohabitaient dans la région du lac Tchad depuis l'Antiquité avec des gens des nains, des gens très courts comme ça qui habitaient autour du lac Tchad. Et c'est à la suite des changements climatiques. Et puis bon, les populations, quand leur nombre augmente, il y a des guerres entre les clans pour le contrôle des territoires, ceux qui vont à la chasse, ceux qui cherchent des terres cultivables, tout ça, pour des raisons politiques, donc des guerres entre les clans, pour des raisons économiques, ceux qui vont à la recherche des terres arables et autres, ont poussé progressivement vers le sud. Alors, les nés dont on parle là, peut-être que ce sont les pygmées d'Afrique centrale là, parce que là, dans l'imaginaire populaire du Tchadien, il y a le terme goïgoï. Goïgoï, c'est voilà, des gens, c'est comme des esprits, c'est des génies, mais en réalité, c'est le souvenir d'une population très ancienne qui avait vécu aux alentours du lac Tchad ici et qui a migré vers le sud. Ça, c'est pour les pygmées. Voilà. Mais les autres Bantous situent également leur origine ici. D'accord. Bon, maintenant, l'exemple typique, c'est l'exemple des Lélés. Nous avons des Lélés dans la région de Kélo. Mais nous avons aussi, il existe aussi une ethnie Lélé dans le Kasaï, dans l'ex-Zaïre, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. Et là également, je pense que des études approfondies doivent être menées pour voir si est-ce qu'il s'agit d'une simple coïncidence de nom ou bien est-ce que les Lélés de là-bas sont originaires effectivement du Tchad. Est-ce qu'il y a une parenté? Bon, maintenant, quand on va vers l'Afrique de l'Est, il y a aussi des indices qui montrent que les Massa, par exemple, du Tchad, sont apparentés aux Maasai du Kenya. Non seulement par la ressemblance de noms, mais aussi par les coutumes, par les pratiques économiques. Les Maasai sont de grands éleveurs de bétail, notamment de bovins. Et les Massa du Tchad également sont des grands propriétaires de troupeaux. Oui. Et les façons la manière de mener cet élevage-là, c'est pratiquement, j'ai échangé un jour avec un vieux Massa qui me dit, mais nous, la façon dont on traite les animaux, même nos femmes qui portent les labrés, c'est-à-dire, ailleurs on parle des femmes à plateau, mais des sortes de morceaux de bois que les femmes auparavant perçaient leurs lèvres en haut et en bas et mettaient, c'était ornemental, les jeunes filles portaient ça dans l'ancien temps. Voilà. Il y en a chez les Massa, il y en a chez les Massa également, et bien d'autres pratiques culturelles. Voilà. Donc, de ce côté, on peut trouver également un indice plutôt de l'origine tchadienne des Maasai. Encore au Kenya, il y a les Luo. Ça, c'est le deuxième groupe le plus important, les Luo. Dans la région du Mandoul, il y avait auparavant une population qui est éteinte maintenant, mais qui était appelée les Lo. Les Lo. Maintenant, on en parle sous l'appellation des Noi. Voilà. Mais auparavant, cette communauté-là s'appelait les Lo. Alors, peut-être faut-il aussi établir un lien entre les Lo du Tchad et les Lo du Kenya. Bon, maintenant, si on revient au Soudan du Sud, c'est là où il y a une forte ressemblance encore, parce que il y a beaucoup de populations au Soudan du Sud, peut-être 4, 5, 6 groupes, qui ont une parenté linguistique totalement établie avec des populations Sarakaba, Fanyan, Runga du Tchad. Ouais. Voilà. Donc il y a un prêtre, le père Sant'Andrea, qui avait fait des études sur ces populations et qui a établi un tableau comparatif
très très convaincant. J'ai eu à consulter ce tableau-là, qui établit donc un tableau comparatif entre les langues des différents groupes du Soudan du Sud et de ces groupes précités au sud du Tchad là. Et quand on lit, quand on consulte ce tableau, on se rend effectivement compte de la grande parenté linguistique entre ces populations-là. La légende d'origine de ces populations dit que ils sont originaires du Darfour, c'est-à-dire c'est du Darfour qu'ils sont descendus vers le Soudan du Sud. Le Darfour et le nord du Tchad qui fonctionnait auparavant comme le berceau de l'humanité, c'est juste un jet de pierre. Donc on peut émettre l'hypothèse que ces populations également sont originaires du nord du Tchad, et sont passés par le Darfour, ont transité par le Darfour avant d'aller s'établir au Soudan du Sud. Le Tchad est un foyer de dispersion des peuples, comme nous venons de le dire. Mais dire que le Tchad est encore carrefour des civilisations, est-ce que cela n'est pas contradictoire? C'est vrai que tout ce que nous disons ne s'est pas fait sur une échelle de 10 ans ou 100 ans, c'est sur des millénaires. Voilà, donc c'est au gré des changements climatiques, c'est au gré des mouvements de l'histoire, c'est-à-dire des changements politiques. Voyez, parce que l'homme se déplace ou migre que si, par exemple, les conditions économiques ne sont pas réunies, ils cherchent là où la vie est meilleure. Ou là où les conditions climatiques ne sont pas réunies, il est obligé de se déplacer pour trouver là où il y a l'eau, là où il y a les terres arables, là où la forêt est giboyeuse, ainsi de suite. Et c'est tout cela qui explique les mouvements de va-et-vient ou bien de départ et de reflux. Quels sont par exemple des exemples de peuples africains ou bien des autres civilisations d'ailleurs qu'on retrouve actuellement au Tchad? Est-ce qu'il y en a? En parlant de civilisation, nous avons déjà un fonds africain propre. C'est-à-dire qu'en tant que peuple africain, nous avons notre culture propre, authentique, tchadienne. Mais après cela, au fil des années, si certains peuples sont partis, d'autres peuples sont venus d'ailleurs. Je commencerai par le cas des Arabes. À partir du 7e siècle, quand l'islam a commencé par se répandre partout dans le monde, et notamment en Afrique du Nord, au fur et à mesure, les Arabes, dès le 9e, 10e, 11e siècle, ont commencé par arriver au Tchad. Et tout le long des siècles suivants, beaucoup de groupes arabes sont arrivés par vagues successives sur la terre tchadienne. L'islam est entré au Tchad au XIe siècle à partir du royaume du Kanem, à partir de la cour royale, et au fur et à mesure l'islam s'est répandu dans une bonne partie du Tchad, en fait dans les empires, les royaumes qui occupaient l'espace tchadien à l'époque-là. Et donc la civilisation islamique a servi de ciment à l'unité des populations, parce que le fait d'être musulman, c'était déjà un signe de rassemblement, si je puis dire. D'accord? Et puis, en dehors de l'islam, il y a le mode de vie aussi. Beaucoup de populations, et la langue arabe également, beaucoup de populations se sont arabisées. Après leur conversion à l'islam, se sont arabisées parce que à l'époque, la religion du prophète Mohammed, c'était dans cette partie du Tchad là, était considérée comme une religion de prestige. Donc quand on y adhère, on devient un privilégié, et certains ont carrément abandonné leur identité pour devenir carrément arabe. C'est pourquoi on parle de certaines populations arabisées au Tchad. Voilà. Et même les noms, cela se répercute à travers les noms. Beaucoup de populations ont adopté des noms arabes, les Mahamat, les Hissène et autres, au détriment de nos langues nationales. Donc, en résumé, quand les Arabes sont arrivés, ils ne sont pas arrivés en termes de nombre seulement de populations, mais avec leur culture, avec une influence culturelle et religieuse assez nette. D'accord? Donc, cet apport extérieur-là est venu se greffer sur le fond africain authentique que nous avions avant, pour former en quelque sorte un syncrétisme. Après cela, lorsque les Européens sont arrivés, dans le cadre de la conquête, dans le cadre de l'expansion coloniale, ils ont amené aussi leur civilisation, la civilisation occidentale, avec le mode de vie qui l'accompagne.
Mais maintenant, dans les bagages de l'homme blanc, il y a aussi d'autres cultures qui sont arrivées. Parce que ceux qui ont aidé le blanc à s'installer ou à conquérir le Tchad l'ont accompagné jusqu'ici. C'est par exemple le cas des Sénégalais. Il y avait beaucoup de Sénégalais dans les troupes coloniales et ceux-ci se sont installés ici au Tchad. C'est pourquoi ici à N'Djamena, à Fort-Lamy à l'époque, et maintenant on parle de quartier sénégalais parce que c'était des Sénégalais qui étaient venus dans les bagages du colonisateur. En fait, ils sont devenus Tchadiens et certains ont occupé de hautes fonctions dans ce pays-ci. Mais le terme sénégalais désigne tous les Ouest-Africains. Hein. Les premiers régiments militaires du Tchad étaient appelés les régiments des tirailleurs sénégalais du Tchad. Il y a l'influence occidentale française, et puis dans cette influence-là, il y a une sous-influence des Africains de l'Ouest, c'est-à-dire les Sénégalais dont je parle. Maintenant, du côté de l'Afrique centrale ou l'Afrique équatoriale, il y avait aussi une influence très forte. C'est celle des Oubangiens. À l'époque, on les appelait les Congos. C'est-à-dire, comme on appelait tous les Ouest-Africains des Sénégalais, tous les Africains de l'Afrique équatoriale qui venaient au Tchad étaient appelés les Congos. Voilà, c'est pourquoi on a les quartiers Paris-Congo, N'Djamena, Assar et c'est pas ailleurs. Ces Congos-là, c'est pas les Congolais. C'est-à-dire, ce sont des gens originaires d'Afrique équatoriale. Et la plupart, ce sont des gens de l'Ubangi-Sari. Si vous allez à Assar, à Koumra, ou à Moundou, ou vers Gorée, ou autre, vous allez trouver la marque de cette influence centrafricaine-là. D'accord? Parce que vous allez à Assar, les Centrafricains étaient très nombreux à l'époque, jusqu'à une époque récente, hein, jusqu'à peut-être aux années 70. Il y avait une forte présence centrafricaine qui avait laissé des marques toponymiques. Assar, par exemple, vous avez quartier Kassai. Il y a Kassai à Bangui, il y a Kassai à Assar. Vous avez quartier Franceville, vous avez quartier Ziporo. Tout ça, c'est en centrafricain. D'accord. Entre Sar et Sido, par exemple, vous avez des villages qui ont des noms centrafricains, parce que c'était des villages fondés par des centrafricains ou des Oubangiens, parce qu'il s'agissait des gens qui sont installés à l'époque coloniale là-bas. Les tout premiers ouvriers à l'époque, là, c'était eux, c'est-à-dire les marmitons, les apprentis chauffeurs, les charpentiers. Il y a un quartier à Sar, le quartier des jardiniers. La plupart sont des Daba. Les Daba sont originaires de RCA. C'est-à-dire que c'est comme des gens qui ont apporté un peu la civilisation. Hein. Voilà, ils sont venus dans les bagages du colonisateur avec la civilisation. Et même dans les églises, au départ, au sud, les gens prêchaient en sango. Sango, langue centrafricaine. Dans les catholiques comme les protestants, on prêchait en sango. La Bible était diffusée en sango. Et c'est jusqu'en 1964, en avril 1964, que le président Tombalbaye avait pris un décret pour interdire l'usage du sango sur les marchés, parce que également sur les marchés, c'était pas l'arabe, c'était le sango. Dans les églises également, c'était en sango. Donc l'usage du sango était interdit et c'est à partir de là que l'arabe a commencé par prendre le dessus, le sara aussi, dans les églises et dans les marchés. Voilà. Dans l'usage courant, il y a aussi des mots sango qui sont entrés dans notre usage et peut-être on ne se pose pas la question sur leur origine. Je vais en dire 2, 3 comme ça. Les femmes se tressent. Il y a un modèle de tresse qu'on appelle Koutangu par exemple, ou Katangu ou Koutangu. Voilà, ça c'est d'origine centrafricaine. Voilà. Mais jusqu'à Faya, jusqu'à Fada, peut-être qu'on parlait de Katangu et on va dire mais est-ce que c'est un nom tchadien? Non, c'est originaire de Centrafrique. Par exemple, nos femmes utilisent les marmites qu'ils appellent tawan. Tawan, ça veut dire peau en fer. Wan, c'est fer en sango. Ta, c'est peau en fer, par exemple. Vous voyez, combien de fois on dit ça sans savoir? Donc, les Centrafricains, les Oubangiens, il y a une dizaine, une trentaine, une quarantaine de mots comme ça que nous utilisons chaque fois, sans savoir qu'ils sont d'origine oubangienne. Donc, ils ont une forte influence sur notre population à partir du sud. Vous voyez. Et donc, tout cet ensemble-là se mélange, se brasse, se marie, et au lieu que ça donne lieu à un choc culturel, jusqu'à présent, c'est un ensemble harmonieux. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro d'aujourd'hui que nous avons consacré à la notion du Tchad comme foyer de dispersion des peuples, mais aussi comme du Tchad comme carrefour des civilisations. Nous avons reçu pour nous éclaircir le docteur Arnaud Dingamadji. Il est le coordinateur général de la Maison des patrimoines culturels du Tchad.
Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons bien entendu rendez-vous dans un prochain numéro, toujours à la découverte des merveilles du Tchad. Mais d'ici là, lavez-vous les mains, portez votre masque, respectez la distanciation sociale, soyez prudents et prenez soin de vous.